Quant à moi, je me dirige vers une zone du fleuve qui, selon les habitants de la région, contient de très gros poissons-chats. Voilà ce que je vais faire. Le bateau va être comme ça et je vais placer 2 ou 3 cannes à pêche. Je devrais donc avoir de quoi attraper ceux qui pourraient rôder dans le coin. Les poissons-chats que je recherche sont plus actifs la nuit. Ils viennent dans les eaux peu profondes et utilisent leurs barbillons pour repérer leur proie. C'est un des prédateurs les plus redoutables du Congo. Je suis installé, il ne fait pas encore nuit, ce qui est bien. Contrairement aux pêcheurs de la région qui rentrent dormir chez eux et qui viennent vérifier leur ligne le matin, je vais rester ici, à surveiller mes cannes à pêche. Les moustiques vont bientôt arriver. Je devrais donc fermer tous les boutons de ma chemise et m'asperger de répulsif. Après ça, il ne me restera plus qu'à attendre. Finalement, après avoir subi des nuées de moustiques, je suis obligé d'abandonner et de rentrer au camp. Le chef est venu m'emprunter un peu d'essence. Son frère n'est toujours pas rentré de la pêche. Ça commence à faire longtemps qu'il est parti. Les villageois vont donc aller à sa recherche. L'autre souci, c'est que mes voisins m'ont expliqué qu'ici, les accidents n'existent pas, que tout événement a une cause. Et comme il a disparu au moment où je suis arrivé ici, certaines personnes commencent à dire que je suis responsable de cette disparition. Je me sens donc seul, inquiet et vulnérable en attendant des nouvelles. En venant ici, je savais que je m'aventurais dans l'inconnu. Mais je ne m'attendais pas à ça. Je viens d'entendre des cris venant du bord de l'eau. Même si je ne comprends pas ce qu'ils disent, j'ai l'impression que ce sont de bonnes nouvelles, qu'ils l'ont trouvé. C'est un vrai soulagement. Tout cela montre que ce genre de souci n'est pas si rare que ça. Heureusement, cette fois-ci, tout est bien qui finit bien. Le lendemain matin, en parlant à un des pêcheurs, je me rends compte du danger que j'ai couru la veille. Si le frère du chef n'était pas revenu, certains villageois m'auraient lapidé à mort. Ici, les règles sont très différentes. Alors que nous partons remonter les lignes, j'essaie d'oublier les événements de la veille. La présence du chef est importante pour que ça se passe bien. C'est clair. Il n'est pas seulement là pour m'aider à pêcher, il est surtout là pour me protéger. Si par malheur il lui arrivait quoi que ce soit lors d'une sortie avec moi, je n'ose pas imaginer ce qui m'attendrait. C'est à ce moment-là que nous tombons sur un os. Il y a un poisson qui a tiré. Un poisson tire la ligne. Il a accroché sur... Bon, moi je veux... Ingwema plonge dans les eaux troubles sans hésiter une seule seconde. Je prends conscience à ce moment-là que nous n'avons pas la même vision de la pêche. Pour lui, elle est vitale pour nourrir sa famille. J'ai plongé dans les eaux les plus terrifiantes du monde. Mais ici, j'aurais très peur de me mettre en danger en quittant cette pirogue bancale.
C'est vraiment bien accroché en dessous. J'essaie de rester calme et d'agir normalement, mais c'est exactement ce que je redoutais. Il s'est retrouvé accroché à un hameçon. Dans ce genre de situation, il vaut mieux ne pas se dire que si l'hameçon lui était vraiment rentré dedans, il ne serait peut-être pas remonté. Je me rends compte que le vrai danger ici n'est peut-être pas les poissons géants, mais plutôt les tentatives pour les attraper et la lutte constante des pêcheurs pour la survie de leur famille. Et Mami Wata n'est peut-être pas un être surnaturel. C'est peut-être simplement une invention culturelle pour atténuer la cruelle réalité d'une mort éventuelle dans ce tombeau aquatique. Nous remontons avec précaution la ligne emmêlée au cas où un poisson y serait encore accroché. Ramener tous les hameçons prend beaucoup de temps. On a remonté 4 hameçons, mais il n'y a toujours pas de poisson. 5 hameçons et rien. Il n'y a plus d'appât non plus, 6, 7, toujours pas de poisson, 8. On voit les morceaux d'escargot, mais pas de poisson. Le 9e est encore vide. Et 10, il y avait 10 hameçons sur cette ligne, mais il n'y a pas un seul poisson. Nous continuons de récupérer les lignes de l'autre côté du fleuve, mais le résultat est toujours le même et sans appel. Le chef n'aura rien à rapporter chez lui ce soir après tout ce dur labeur. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75... 76 hameçons. Il y en a peut-être aussi un ou deux dans le bateau. Il y avait 76 hameçons dans l'eau pendant 15 heures, durant toute la nuit. Mais il n'y a pas un seul poisson. Je commence à faire des calculs et à me dire que j'étais parti pour pêcher avec un seul hameçon. C'est comme si je restais au bord du fleuve pendant 75 nuits, soit 2 mois et demi, sans rien attraper. C'est étonnant. J'ai vu des poissons sur le marché, donc je me suis dit qu'il y en avait beaucoup par ici. Mais évidemment, ces marchés sont des points de rassemblement de tout ce qui a été pêché sur une zone très étendue. Et qui sait quand ces poissons ont été pêchés? Les poissons-chats peuvent être capturés et gardés en vie pendant des semaines après avoir été pêchés. Ma mission semble plus compliquée que prévu. Rien que le fait d'attraper quoi que ce soit semble difficile. J'appelle d'autres pêcheurs en renfort et je mets plus de lignes dans l'eau. On a mis des appâts dans des endroits différents, mais pour l'instant, il n'y a toujours rien. Je n'ai toujours pas pêché mon trophée, mais en même temps, beaucoup de villageois n'ont rien attrapé du tout. Ils doivent attraper les petits poissons tout autant que les gros. Pour eux, passer plusieurs jours sans rien pêcher est critique. Leur situation est beaucoup plus grave que la mienne. Tandis que les jours se succèdent, je passe mes journées à mettre des palangres à l'eau et mes nuits à pêcher seul dans des endroits où les méthodes locales ne peuvent pas porter leurs fruits. Mais jour après jour, le résultat est le même. Je me retrouve donc face à un dilemme. Si jamais j'arrivais à attraper un poisson-chat géant, d'habitude, je le relâcherais dans le fleuve sans lui faire de mal. Mais dans le cas présent, cela choquerait les personnes qui m'ont aidé et qui survivent grâce à ce fleuve. Au vu des événements récents, je commence à comprendre à quel point la superstition et la vie quotidienne sont inextricablement liées. Au départ, ma mission était d'attraper un poisson-chat tueur. Mais elle est devenue une mission de survie, non seulement pour les villageois, mais aussi pour moi, vu la vitalité de cette superstition. Ça fait 25 ans que j'attends de revenir ici, et mon périple pour y arriver a été très long. Mais pour l'instant, je n'ai rien. Je commence à me demander si ce dernier quart de siècle aurait peut-être marqué la fin de l'existence du poisson-chat géant du Congo.